La coupe pleine de buts. C'était ce soir les huitièmes de finale, 3 matchs en images, Saint-Étienne qualifié. Le dollar continue de baisser, la bourse s'y met aussi, a trop grimpé. L'Afrique du Sud prête à autoriser les mariages interraciaux. Ce n'est pas une ouverture, mais une ruse, dit l'écrivain Breton Breitenbach. Reportage exclusif de Soir 3 chez les révolutionnaires de Sentier Lumineux au Pérou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grande soirée de football, les huitièmes de finale de la Coupe de France. On s'attendait à des surprises. Alors d'abord, avez-vous été surpris par quoi, Daniel? Surprise, ce n'est peut-être pas le mot juste, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'exploit de ces huitièmes de finale a été réalisé par l'AS Saint-Étienne qui s'est qualifié en battant Lens au stade Geoffroy Guichard 2-1. Saint-Étienne qui est maintenant le seul rescapé de la deuxième division en quart de finale. Premier rendez-vous de la soirée, Paris Saint-Germain-Nancy, vous le savez certainement, les Parisiens n'ont plus que la coupe pour rêver encore d'espoir européen. Et ce soir au Parc des Princes, ils n'ont pas laissé passer l'occasion de s'imposer face à Nancy, 4-0, une victoire sans problème. Et tout de suite, nous rejoignons la pelouse du Parc des Princes, où tout s'est joué en deuxième période, à la suite de ce centre de Lemou, tête en retrait de l'anti-reprise de volée de Suzic qui a touché un défenseur ou Rocheteau. Toujours est-il que cela fait le bonheur du Paris Saint-Germain qui mène alors 1-0. Et sur leur lancée, les joueurs au maillot blanc, les joueurs de la capitale vont inscrire un deuxième but. Encore à l'origine, Safet Suzic qui a vu Toko qui prend de vitesse à Ribard. Un tir croisé comme il les adore, Nabatangue Toko. Et 2-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est le festival pour les joueurs de Christian Coste qui vont marquer un troisième but après un bon travail préparatoire de Fernandez. Tête plongeante encore de Toko. Toko décidément très en verve face à Nancy. C'est lui qui avait réalisé le but de l'espoir à Nancy à la dernière minute. Et là encore, Suzic, le grand homme du match, encore à l'origine de ce but, Toko. Contrôle de Rocheteau, Suzic en pivot, un petit tir levé, vous le voyez, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Avec un grand homme, Safet Suzic. En obtenant le match nul 1-1 au match aller à Nantes, Nîmes pensait avoir fait le plus dur. Mais les ressources ont démontré qu'ils avaient des ressources et ce soir ils ont obtenu leur qualification dans le Gard avec une victoire 2-1. Le compte-rendu Michel Drey. Les joueurs de Nîmes Olympique en maillot rouge sont passés bien près de l'exploit ce soir. Ils y ont cru très fort et à la 17e minute, après ce tir de Porte-Vliet, le ballon est repoussé par le gardien nantais Bertrand Demann. Kuben a bien suivi, c'est le premier but. Après 17 minutes de jeu, Nîmes était qualifié pour les quarts de finale. Mais l'expérience nantaise va faire la différence juste avant le repos. 34e minute de jeu, un centre de Frankowski, récupéré de la tête par José Touré, le gardien pensait au hors-jeu, mais pas du tout. Égalisation nantaise, un but partout et pourtant les Nîmois avaient largement dominé. Juste avant le repos, une grosse erreur de la défense nîmoise. Le ballon va parvenir à un joueur nantais qui va pouvoir centrer, c'est Frankowski, pour la tête de Loïc Amis, le plus petit joueur sur le terrain. 2-1, c'est la marque au repos, c'est aussi la marque à la fin du match. Nantes qualifiée pour les quarts de finale. Voici donc maintenant l'ensemble des résultats de ces huitièmes de finale retour. Les clubs qualifiés sont Sochaux, Paris Saint-Germain, Lille, bien que n'ayant fait que match nul à Rouen, est qualifié. Nantes, nous venons de le voir. Voici maintenant les autres qualifiés. Monaco avait déjà assuré l'essentiel au match aller. Saint-Étienne, nous espérons le voir. Toulouse, 3-0, qui a marqué 10 buts au total des deux confrontations avec Valence. Et enfin, belle surprise, agréable, celle de la qualification du Racing Club de Paris qui a battu Mulhouse sur son terrain 2-1. Ce n'est pas tout à fait fini à la fin du journal. Si tout va bien, nous verrons le résumé de Saint-Étienne-Lens. Les images, nous les attendons d'une minute à l'autre. Il faut en effet le temps à l'équipe d'FR3 Clermont-Ferrand de rentrer de Saint-Étienne pour nous les envoyer. En attendant, faisons le tour de l'actualité de ce mardi. En politique, l'opposition a révélé aujourd'hui sa stratégie pour combattre la réforme électorale instaurant la proportionnelle. D'abord, une motion de censure commune, RPR-UDF, demandant un référendum sur cette réforme. Ensuite, l'opposition utilisera tout ce que prévoit le règlement pour combattre le projet. Quant au problème de la cohabitation, il continue de provoquer remous et dissensions. Hier soir, dans ce journal, Jacques Chaban-Delmas exprimait clairement son désaccord avec la position intransigeante de Raymond Barre.
Tout le monde au RPR ne prend pas position aussi catégoriquement. Exemple, Claude Labbé, président du groupe à l'Assemblée nationale. Pour lui, il n'y a qu'une chose qui vaille, c'est l'accord RPR-UDF. Quant à Raymond Barre, pour le moment, il choisit de l'ignorer. Pour nous, il n'y a pas un troisième homme, n'est-ce pas? Monsieur Raymond Barre fait partie de l'UDF. Alors nous n'avons pas signé un accord avec monsieur Jean Le Canuet seul. Nous avons signé un accord avec monsieur Chirac pour l'ensemble du RPR et avec monsieur Le Canuet pour l'ensemble de l'UDF, dont monsieur Raymond Barre fait partie. Alors pour l'instant, nous considérons que cet accord est toujours valable et je dirais que nous y sommes d'autant plus attachés et que le reste, eh bien, c'est une question interne à l'UDF pour savoir si M. Barre peut ici ou là déposer ses propres listes. Enfin, ces prises de position vous gênent-elles? Elles ne nous gênent pas du tout. J'espère qu'elles ne gêneront pas la stratégie de l'opposition. À gauche aussi, ça grogne sur la cohabitation. Du côté du Parti communiste, le bureau politique du PC accuse le gouvernement d'aller de renoncement en renoncement. Tout le bruit autour de la cohabitation, a déclaré d'autre part André Lajoigny, vise à faire oublier qu'il y a déjà convergence entre le gouvernement et l'opposition. Tout baisse aujourd'hui. Le dollar, bien sûr, qui poursuit son mouvement depuis une semaine, 9,19 francs aujourd'hui à Paris. Et puis, il y a aussi la Bourse de Paris qui essuie un sérieux coup de tabac aujourd'hui, Henri Laurey. Et oui, alors voyons ce qui s'est passé d'abord sur le dollar, alors qu'un vent de folie souffle à New York ce soir sur les marchés du crédit. Le dollar continue de glisser, vous l'avez dit, même si cette glissade est mesurée aujourd'hui, où le dollar à côté de 9,19 francs à Paris. Alors à la Bourse de Paris, chute spectaculaire, on n'avait pas vu ça depuis août 83, la course effrénée a été brutalement stoppée, et les valeurs françaises ont perdu 2,2%, et Quant à la bourse de New York, la voici, eh bien elle n'est pas particulièrement brillante elle non plus, bien que la baisse y soit beaucoup moins sensible qu'à Paris. Le Dow Jones est pourtant en recul de 3 ou 4 points, car le marché n'est pas clôturé à New York. Alors que se passe-t-il, Henri? C'est après la grande euphorie du dollar et de la bourse aussi, c'est la déprime là? Bah, écoutez, ce qui s'est passé, vous savez, c'est un petit peu comme dans un ballon. Vous savez, on souffle l'air chaud, le ballon monte, il monte de plus en plus haut, et puis il arrive dans une zone de turbulence. Alors quand on s'aperçoit qu'il est dans les turbulences, mais il faut le faire redescendre très vite, et puis on souffle froid. Et c'est si vrai que ce soir à New York, si la Banque fédérale américaine voulait mesurer la glissade du dollar, elle pourrait relever les taux des taux d'intérêt. Eh bien, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, et c'est donc bien qu'il y a un consensus pour un ajustement qui se fait depuis quelques jours, quelques semaines. Bon, mais alors la bourse à Paris, là? La bourse à Paris, c'est pas tout à fait le même mouvement, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui y ressemble. Parce que depuis le début de l'année, la bourse a augmenté de 20%. Alors, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, les investisseurs étrangers avec le dollar fort ont acheté, et puis maintenant, eh bien, mon Dieu, on se demande si on n'est pas monté trop haut. D'autant que la bourse de New York ne va pas fort, vous l'avez vu, et celle de Tokyo qui était montée très très fort elle aussi, eh bien, elle est en net recul. Alors, les gens sont prudents. On va voir dans les prochains jours si c'était un réajustement, un simple réajustement, ou si c'est le début, mon Dieu, d'une dérive. Pour le deuxième mois consécutif, la situation de l'emploi connaît un léger mieux. En mars, le chômage a baissé de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières. En février, la baisse était de 0,5%. Il semble que les TUC y soient pour beaucoup. Patronat et syndicats vont se revoir. Le CNPF a accepté la réunion que lui demandaient les syndicats, sauf la CGT. Ce n'est pas pour autant la reprise des négociations sur la flexibilité de l'emploi. Il s'agit d'une réunion exploratoire sur d'éventuelles négociations. On retiendra donc plutôt la volonté réciproque de ne pas rompre le dialogue et de ne pas laisser dépérir la politique contractuelle, sans grande illusion toutefois sur les résultats ni d'une part ni de l'autre. Au chapitre des affaires, un commerce florissant, celui des armes. En 1984, la France a battu tous ses records. Elle a exporté pour 62 milliards de francs de matériel et d'armement divers. Pierre Babet. Je crois qu'on arrange le façade et rien. Dans un instant, je pense que le reportage de Pierre Babet sur les ventes d'armes françaises arrive. France, terre des arts, des armes et des lois, les poètes de la Pléiade auraient salué en vers la performance française annoncée aujourd'hui. En leur absence, contentons-nous de chiffres, ils sont déjà très éloquents. Les 2/3 des exportations kaki concernent des matériels terrestres et notamment des systèmes très sophistiqués de défense aérienne.
Mais le symbole de nos exportations reste l'avion de combat et bien entendu le Mirage 2000. Le commerce des armes sait très bien s'adapter aux rigueurs apparentes des temps. Difficile d'aligner des milliards en contrepartie des fameux mirages, qu'à cela ne tienne. On peut aussi payer en nature, c'est-à-dire en pétrole. C'est donc en baril qu'Abu Dhabi règle ses 18 Mirage 2000. Le Proche-Orient représente à lui seul les 3/4 de nos exportations. Au-delà de ces tirs de démonstration et de ces ventes d'armes, il y a en France un secteur économique à part entière et donc des emplois. 330 000 salariés y travaillent directement, plus 700 000 autres indirectement. Par ailleurs, les ventes d'armes financent 1/3 des dépenses publiques de recherche. Des chiffres qu'il faut garder présents à l'esprit lorsqu'on parle vertueusement du commerce des armes. 3,5 tonnes d'explosifs et de munitions découverts à Saint-Pé-sur-Nivelle, près de Saint-Jean-de-Luz. C'est la plus grosse prise au Pays basque français. Les explosifs ressembleraient à ceux qu'utilise l'ETA dans ses attentats en Espagne. La cache quasi introuvable était aménagée dans le garage d'une villa. Son propriétaire, un ingénieur de 43 ans, s'est suicidé hier. C'est lui qui, dans une lettre, a révélé l'existence de cet arsenal. Ça bouge en Afrique du Sud. Le gouvernement annonçait hier qu'il retirait ses troupes d'Angola et on apprend presque en même temps qu'il a donné son accord pour autoriser les mariages interraciaux interdits depuis 1949. Alors, vu d'ici, on a la sensation que cette dernière mesure est une brèche dans la politique de ségrégation raciale d'Afrique du Sud. L'écrivain sud-africain Breton Breitenbach, en exil en France, y voit au contraire une ruse. Je crois qu'on arrange le façade et rien d'autre. Ce qu'on va proposer de faire là maintenant, c'est d'arriver ou d'aller en arrière, timidement d'ailleurs, pour se retrouver là où on était en 48, quand ceux qui sont au pouvoir actuellement sont arrivés au pouvoir. En 48, on pouvait encore se marier légalement. Ça a changé en 49. Et en 57, à partir de ce moment-là, on n'avait plus le droit d'avoir des relations sexuelles entre gens d'ethnies différentes. Ce n'est pas un pas en avant. C'est un pas un petit peu en arrière pour se retrouver là où on était là. Et entre-temps, tellement de choses ont changé, tellement de choses ont bougé dans le pays même, tellement de gens sont morts. Ce n'est pas une concession, à votre avis? Pas du tout. Vous savez, ces deux lois qu'on va maintenant probablement abroger ne choquent en rien les blancs même du pays. Ils sont tous d'accord pour que ça se fasse. Je crois qu'on le fait pour deux raisons. D'abord, pour s'assurer qu'on a bien le soutien des deux autres minorités, à savoir métis et indiens, qu'on a coopté dans des nouvelles structures parlementaires, d'une part, et vers l'extérieur, pour montrer au monde extérieur, justement, que la partie de chance, tandis que ce n'est pas du tout le cas. On affirme que ce sont les pressions américaines sur le gouvernement de Pretoria qui poussent M. Peter Botha à prendre ces mesures et à en prendre d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne crois pas. Je pense, pour ma part, que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de Pretoria sont de mèche pour améliorer l'image de l'apartheid vers l'extérieur, pour que le soutien qui est réel du monde occidental, enfin des pays occidentaux à l'apartheid, passe mieux, et rien d'autre. Est-ce que cela ne donne pas un peu d'espoir, tout de même, aux Noirs qui peuvent se dire, après tout, si on commence à abroger ce genre de dispositions, on en abrogera d'autres? Non, je crois que personne n'est dupe, sauf malheureusement le monde ici, à l'étranger, et qui peut-être ne demande pas mieux que d'être dupe. Des pressions des États-Unis, c'est vrai qu'il y en a. Dernier exemple en date, le Sénat américain a voté la semaine dernière à une écrasante majorité une résolution condamnant la politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Le Parti démocrate a même demandé, sans succès, des sanctions économiques contre ce pays. Le problème du gouvernement américain, en effet, vis-à-vis de son opinion publique, est celui des entreprises implantées en Afrique du Sud. Leur attitude là-bas relève d'un compromis. Ils traitent les Noirs comme les autres à l'intérieur des usines, mais ne s'occupent pas de ce qui se passe dehors. Marie-Claire Thiers. John Kelly est cadre à Johannesburg dans une société d'ingénierie, Dresser, dont le siège est à Dallas. Noir, il est pourtant responsable du secteur ordinateur et a sous ses ordres des employés de race blanche. John Kelly confirme qu'à l'intérieur de la firme, il est l'égal d'un blanc. En cassant les barrières raciales, le directeur de Dresser rappelle que les investissements américains constituent un moteur pour un changement positif en Afrique du Sud. Mais quand John Kelly quitte son bureau, il doit reprendre sa place. En tant que noir, il doit utiliser pour son trajet le train réservé aux non-blancs. Il n'est plus un citoyen à part entière. Alors, excédée, l'opinion publique noire américaine relance la campagne contre les investissements au pays de l'apartheid.
Leur argument, même si les sociétés américaines agissent comme un modèle en favorisant la promotion des ouvriers noirs, cet avantage ne touche que 22 000 travailleurs. C'est très peu en regard des 22 millions de noirs que compte le pays. Pour aller plus loin et plus vite, seule la menace du désinvestissement américain peut faire changer les choses, puisque les États-Unis est le principal partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Ce à quoi répondent les compagnies, l'influence économique des États-Unis n'est-elle pas surestimée, puisque les investissements américains ne représentent que 20% des investissements étrangers, contre 55% pour l'Europe. Cette croissance économique est gênante. Mais ceci dit, ce n'est pas catastrophique si certaines firmes américaines se retirent de l'Afrique du Sud, parce que l'investissement étranger global représente que 10% de l'investissement en Afrique du Sud. 90% de l'investissement est généré à l'intérieur du pays. Et de ces 10% d'investissement étranger, la participation américaine est encore une fois minoritaire. Il n'empêche que cette menace inquiète. La meilleure preuve est que le patronat sud-africain lui-même a remis le 7 janvier dernier au président Peter Botha un mémorandum, une sorte de plan d'urgence qui recommande de donner à tous les Noirs des droits politiques. La violence en Afrique du Sud est arrivée à un tel point qu'un peuple qui est prêt à perdre sa vie ne s'inquiète plus uniquement de son travail. Le patronat en a bien conscience. Au Pérou, le Premier ministre vient de proposer la formation d'un gouvernement de transition en attendant le second tour des élections présidentielles en juin prochain. Il considère en effet comme acquise la victoire d'Alan Garcia, arrivé en tête du premier tour dimanche, et pense que le Pérou a des problèmes trop graves à résoudre pour attendre 3 mois. Ces problèmes, nous les avons vus ces jours derniers. Ils sont d'abord économiques, mais ils sont aussi politiques, à cause en particulier du mouvement révolutionnaire Sentier Lumineux. Son objectif et ses méthodes sont assez mystérieux. Ils ont tendance à fuir les journalistes. Frédéric Astou a réussi, au cours de son reportage, à rencontrer des militants de base clandestins. Ce ne sont pas des guerrilleros, qui eux restent résolument cachés, mais les familles de ceux qui sont en prison. C'est ici, à Huamanga, dans les Andes, qu'est né il y a une dizaine d'années Sentier Lumineux, le mystérieux parti révolutionnaire maoïste qui, depuis 5 ans, s'est lancé dans la lutte armée contre les autorités de Lima. Huamanga, c'est la capitale du département d'Ayacucho, le plus pauvre du pays. Le chef de cette organisation secrète est un ancien professeur de l'université de la ville, Abimael Guzman, devenu depuis le camarade Gonzalo. La marque de Sentier Lumineux est visible sur les murs de ce quartier périphérique de Huamanga, où même la police n'ose pas se rendre à la tombée de la nuit. Partisan de la guerre révolutionnaire totale, menée des campagnes vers les villes, Sentier Lumineux a tenté en vain de saboter les élections du 14 avril. À quelques dizaines de kilomètres de Huamanga, près de Huanta, nous avons franchi ce pont pour nous rendre dans ce qu'on appelle ici la zone rouge. Il s'agit d'une zone favorable aux guérilleros maoïstes. Sur cette route, 3 d'entre eux ont été abattus il y a 3 semaines par des soldats de l'infanterie de marine au moment où ils distribuaient des tracts aux paysans pour les inciter à s'abstenir le jour du vote. Dans cette maison d'un village voisin, un mariage traditionnel venait d'être célébré au moment de notre passage. Selon le journaliste péruvien qui nous servait de guide, un groupe de jeunes sendéristes participait à la fête pour en assurer la sécurité. Pour lutter contre Sentier Lumineux, qui a multiplié attaques et exécutions, le gouvernement de Lima a envoyé l'armée. Ce sera le début de la sale guerre du Pérou, car l'infanterie de marine finit très vite par semer la terreur en organisant des expéditions punitives dans les villages. Assassinats et disparitions de suspects se généralisent. Aujourd'hui, cette guerre a déjà fait plus de 6000 victimes. Mais la répression s'exerce aussi à Lima, dans les prisons, comme celle de l'île du Fronton, où sont incarcérés des centaines de membres de Sentier Lumineux. Le 3 avril dernier, les 400 détenus du Fronton ont d'ailleurs pris en otage 8 membres de l'administration pénitentiaire. Ils ont pu ainsi obtenir des conditions de détention plus humaines, car au Fronton, on manque de tout, notamment de nourriture. Pour la première fois, 2 membres du comité de défense des prisonniers, que l'on voit ici manifester en leur faveur, ont accepté de parler à une équipe de télévision. L'expérience de notre pays nous montre que la lutte légale est sans effet. Les luttes que développe la classe ouvrière, les luttes des paysans et des salariés en général, n'ont aucun effet positif pour le peuple. Nous voyons que le coût de la vie augmente constamment. Il y a une récession, des milliers d'ouvriers sont mis à la porte. Les champs sont complètement dévastés, une dette extérieure qui croît de plus en plus et qu'aucun gouvernement péruvien ne pourra jamais payer. Notre situation ne connaît pas d'issue, c'est une crise très profonde que traverse notre pays. Nous croyons qu'avec un nouveau gouvernement dirigé par le Parti communiste du Pérou, les choses vont changer.
creemos que con un nuevo gobierno dirigido por el Partido Comunista del Perú, las cosas van a cambiar. ¿Qué es el valor de la vida? Quelle est la valeur de la vie en cette période de guerre? Car vos ennemis disent que la vie n'a pas de prix pour les sandéristes et qu'ils tuent tous leurs ennemis et tous ceux qui ne sont pas de leur côté. Por lo mismo a toda la gente que no está consigo. Notre point de vue, comme membre des familles, c'est qu'en réalité, ils organisent des jugements contre des autorités, contre des gens qui, durant de nombreuses années, ont abusé des plus pauvres. Particulièrement les pauvres paysans, ce sont des jugements qu'ils rendent contre les ennemis du peuple. Justement, ce dont il s'agit, c'est de créer la paix à travers l'usage de la guerre. Une guerre non déclarée qui dure depuis de nombreuses années. Des centaines d'enfants et de personnes sont morts de faim dans notre pays. Et cette guerre qui se développe de cette manière représente un coût bien inférieur à celui de cette guerre non déclarée que mène le gouvernement depuis de nombreuses années. De todas maneras tiene un costo mucho menor que esa guerra no declarada que hace tiempo los gobiernos de turno vienen desarrollando contra el pueblo. Mais nous voulons profiter de cet entretien pour affirmer devant l'opinion internationale que le Parti communiste du Pérou ne tue ni les enfants ni les vieillards, comme le prétendent les journaux dans notre patrie, le Pérou, et même dans d'autres pays. Le Parti communiste du Pérou respecte la vie des enfants. Pour le Parti communiste du Pérou, l'une des choses les plus importantes, ce sont justement les enfants, parce qu'ils font partie du renouveau qui sera réalisé dans notre pays. Le Parti communiste du Pérou organise des jugements contre des personnes qui abusent notre peuple, mais pas les tueries aveugles dont le gouvernement est responsable à travers ses forces armées. Mais madame, ne peut-on pas imaginer que l'armée gagne cette guerre en tuant tous les sandéristes? Nous autres, avec la confiance que nous avons dans l'avenir, nous pensons que les masses sont inépuisables. S'il est vrai que quelques-uns vont tomber pour défendre un idéal juste et réalisable, d'autres encore plus nombreux surgiront pour défendre ces mêmes idéaux. Car à travers eux se joue l'avenir de notre peuple. Sortie préparatoire de 2 astronautes de la navette Discovery au début de l'après-midi. Ils ont mis en place au bout du bras robot les instruments nécessaires pour tenter de relancer le satellite resté en panne. Il s'agit de faire redémarrer le moteur défaillant pour propulser le satellite à 36 000 km d'altitude, là où il aurait dû se trouver. Cette opération aura lieu demain. Retour de la navette, en principe, vendredi à Cap Canaveral. Les 2 astronautes sont sortis dans la soute de la navette qui était grande ouverte. Des images toujours extrêmement spectaculaires. Hélas, pas de football, pas de résumé de Saint-Étienne-Lens. Saint-Étienne qui a battu, je vous le rappelle, si vous êtes arrivé en retard dans ce journal, qui a battu Lens 2-1. L'équipe d'FR3 Clermont-Ferrand n'a pas eu le temps de rentrer à la station de FR3 pour nous envoyer ces images. Saint-Étienne, Clermont, il fallait le temps de le faire. Un autre résultat de football, cependant, un match en retard du championnat. Strasbourg a battu Marseille 2-1. Le pilote de Formule 1, René Arnoux, quitte l'écurie Ferrari. Il l'a annoncé lui-même cet après-midi après un entretien avec Enzo Ferrari, en précisant que c'était pour des raisons de santé. Je prends acte de cette décision, dit seulement un communiqué d'Enzo Ferrari. La réalité est tout autre. Michel Drey est en mesure de dire ce soir que malgré sa 4e place au Grand Prix du Brésil, Arnoux est tout simplement remercié par Ferrari. La firme a d'ailleurs engagé à sa place tout de suite un jeune pilote suédois plein de talent et très ambitieux, m'a dit Michel Drey, Stefan Johansson. La nouvelle a d'ailleurs été donnée immédiatement. Le temps demain, le beau temps quasiment sans nuages va agrémenter la vie de toutes les régions. Du brouillard le matin cependant en Aquitaine et dans le centre, mais il se dissipera très vite. Toujours du Mistral dans le sud-est, cela n'empêchera pas quelques passages de nuages toutefois et parfois même des ondées. Grâce au soleil, les températures seront en hausse et s'approcheront de ce qu'il est convenu d'appeler les normales saisonnières. Mais n'oublions pas le vieux dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Un peu de musique pour terminer la soirée sur FR3. Demain, nous avons rendez-vous à 22h05. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. La coupe pleine de buts pour les 8e de finale. Saint-Étienne à la hausse s'est qualifié 2-1 contre Lens. Le dollar toujours à la baisse. La bourse s'y met aussi. Ce sont les lendemains d'euphorie.
L'Afrique du Sud prête à autoriser les mariages interraciaux, ce n'est pas une ouverture mais une ruse, dit l'écrivain exilé Breton Breitenbach.